Salut Albus Nation, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, nouveau décor à l'arrière avec des drapeaux, etc. J'ai essayé de changer un petit peu, adapter tout ça et faire en sorte que ça rentre plutôt bien. Donc j'espère que ça passe. Voilà, petite vidéo pour faire un peu le bilan de la Summer League parce que voilà, on a quand même disputé 5 matchs et il s'est passé beaucoup de choses. Donc on va revenir sur un petit peu tout ça. Pas en termes de ce qu'on a vu au niveau jeu, au niveau tactique, parce que bon, c'est de la Summer League. On a vu des défenses de zone parfois un peu spéciales, mais enfin, voilà, tactiquement, on va pas faire le point sur ça. On va surtout parler de performance individuelle, etc. Parce que déjà, rien que tu regardes le premier match, quel enseignement tu veux tirer de ça? Le match contre Toronto pour débuter la Summer League. Euh, Tu sais que c'est de la Summer League, c'est pas toujours du beau basket, c'est pas hyper fluide, etc. Mais quand tu perds de 44 points, que tu as 33 balles perdues pour 8 passes décisives et que tu shootes à 30%, Summer League ou pas, ça reste absolument dégueulasse. C'était inregardable, c'était affreux, donc il n'y a rien à développer plus que ça sur ce match-là en fait. Le seul truc que je veux, dont je veux parler sur ce match-là, c'est juste donner un shout-out à James Wade qui était le coach en Summer League pour les Toronto Raptors. Et il était le coach des Chicago Sky en WNBA quand ils ont gagné le titre en 2021. Donc voilà, c'était sympa de le revoir. Et là, il est assistant coach aux Raptors. Et il était le coach principal pour cette Summer League. Et shout out à lui parce qu'il a emmené Toronto dans le dernier carré, même s'ils ont perdu hier leur demi-finale. Mais voilà, donc ils ont fait un parcours plus qu'honorable. Et finalement, peut-être que cette défaite au premier match, c'était juste parce qu'en face, c'était mieux rodé, c'était plus fort, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, c'était une catastrophe, quoi. Noah Essengé sur ce match-là, et donc là, on va partir sur les perfs individuels dans cette Summer League. Et Noah Essengé, bon, bah, sur ce match-là, comme tous les autres, hein, il a été largement hors du coup. Et ça a été beaucoup mieux le lendemain face à Sacramento, où dans les 5 premières minutes du match, tu le vois avec déjà 5 rebonds, dont 2 offensifs. Tu le vois poser une énorme bâche sur un chase down block. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est la réaction par rapport au match de la veille, où, encore une fois, comme tous les autres, il est passé totalement à côté. Mais voilà, dès le début du match suivant, voilà, c'est pas genre je vais laisser cette sale perf me perturber ou quoi. Et tout de suite, je me remets dans le bain. Il a été agressif d'entrée. On l'a vu faire beaucoup de bonnes choses, notamment offensivement, où il est allé beaucoup au lancer franc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Il est allé 7 fois au lancer. Voilà, dans ses drives, dans ses provocations et dans ses finitions au cercle. C'est ce qui a été le plus marquant dans ses performances en Summer League. Alors, on a aussi vu un vilain airball à 3 points. On a vu une sélection de tir qui n'était pas forcément la plus sensée, la plus réfléchie. Encore une fois, c'est de la Summer League, hein. Ni son geste de shoot n'est pas non plus le plus fluide, le plus abouti, mais il a été agressif et c'est ce qu'on demande pour l'instant. Il n'a pas hésité à prendre des shoots quand il avait de l'espace, etc. Et on sait que c'est quelque chose sur lequel il doit bosser, il doit progresser. On l'a dit dès le début, son shoot n'est pas quelque chose d'abouti. Il va falloir bosser là-dessus et ça ne va pas se régler en 10 jours à Las Vegas. Donc voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais déjà, si il n'hésite pas à prendre les shoots quand il est ouvert, etc., c'est déjà une première chose. Après, voilà, c'est un axe de progression qui va être à suivre sur la durée. Mais j'ai aimé sa projection au cercle, sa finition au cercle. Et voilà, on sait qu'il va marquer l'essentiel de ses points voilà, en transition, sur des cuts, sur jeu placé. Et qui devra développer son shoot. Donc voilà, il a quand même été bien meilleur que la veille. Et son approche du match 1 au match 2 a été la bonne, selon moi, pour vite se relancer et passer à autre chose. Alors après, il est sorti au milieu du troisième quart-temps pour une blessure à l'ischio, donc c'était forcément un petit peu emmerdant. Au final, plus de peur que de mal, parce qu'il a joué le troisième match. Ça a été un petit peu, comment dire, en termes de stats sur ce troisième match face à Indiana, euh, il a été très bon, 21 points, voilà, il a pris ses rebonds, il a été plutôt adroit, etc. Mais le match en lui-même, j'ai trouvé que, enfin, voilà, d'un côté, il y avait plein d'énergie pour ce qui était d'attaquer le cercle, aller justement mettre ses points, prendre les shoots à bon escient. Et de l'autre côté, il y a eu cette séquence, où il faut en parler parce qu'elle a fait le tour du net, c'est cette séquence où il airball un 3 points, et sur la contre-attaque, il se prend un énorme poster dunk de Johnny Furphy de la part des Pacers. Et j'ai eu l'impression qu'après ça, donc ça c'est arrivé genre dans le deuxième quart-temps,
Et derrière ça, c'est un peu comme si ça l'avait un peu sorti de son match en termes d'intensité défensive, en termes d'implication, en termes de concentration. Tu as l'impression que ça l'avait un peu marqué et qu'il a eu du mal à se remettre dedans, quoi. Et la deuxième mi-temps, on l'a vu moins actif défensivement. Tu vois, il a eu du mal à se mettre en opposition pour bloquer les drives, à avoir les mains actives, à faire des contests, etc. Et j'ai l'impression qu'il était un peu moins dedans et que je sais pas si c'est un lien de cause à effet, si c'est ce dunk là qui l'a vraiment sorti du truc, mais derrière il a été un peu moins impliqué, quoi. Donc voilà, offensivement, comme je disais, il a fini avec 21 points, il a attaqué le cercle, il a rentré ses lancers francs, etc. Mais défensivement, j'ai l'impression que ce poster dunk de Furphy, où en plus tu le vois sur l'image, il est là comme ça. Enfin voilà, l'image elle est assez dingue. Voilà, j'ai l'impression que ça l'a un peu sorti du truc, quoi. Donc voilà. Et en plus, derrière, il a loupé les 2 matchs qui restaient en Summer League parce que bah, on connaît le staff médical des Bulls, ouais, ça va, tu peux jouer. Puis ça a aggravé le truc, donc du coup, par précaution, ils ne l'ont pas fait jouer les 2 derniers matchs. Au final, il aura joué 3 matchs ou 2 matchs et demi, c'est selon. Et il y a du bien, il y a du moins bien. Ça aurait été cool de le voir sur l'ensemble des 5 matchs, mais voilà, ma foi, il valait mieux pas prendre de risques hein, s'il avait un petit souci à l'ischio, donc c'est pas plus mal de l'avoir reposé aussi. Ce qui sera intéressant, bah, ce sera constater sa progression au fil de la saison s'il a des minutes, et surtout à la Summer League l'an prochain, voilà, faire la comparaison sur un an et voir ce qui s'est, voir dans quel secteur ça s'est développé et voir à partir de ce moment-là. Mais après, on sait que c'est un projet long terme, hein, il a que 19 ans, il est très très jeune. On ne sait pas trop à quoi s'attendre pour lui cette saison en termes de minutes dans le roster principal. Est-ce qu'on va plus le voir en G-League, etc. Donc voilà, on va juger la progression. Mais sur ce qu'on a vu, voilà, il y a du bien, il y a du moins bien, mais c'est ce qu'on imaginait pour un joueur aussi jeune qui découvrait un petit peu ça. Et lui-même a dit qu'il était un peu surpris par le rythme, l'impact physique, qui est plus que ce qu'il a connu en Allemagne, où c'était parfois plus lent. Et même si tu jouais déjà contre des adultes, voilà, là sur le plan physique, voilà, il y avait un écart. Et donc voilà, il faut qu'il s'habitue à ça. Donc, voilà. Voilà pour Noah et Sengue. On va voir ce que ça va donner par la suite. Matas Bouzelis, alors bon, là, on l'a pas trop vu non plus, surtout le premier match contre Toronto. Euh, Billy Donovan 3, le fils de Billy Donovan, qui était le coach de notre équipe de G-League, avait dit avant la Summer League que voilà, Matas va avoir beaucoup la balle en main et ils vont le juger sur qu'est-ce qu'il va faire balle en main, quelle prise de décision il va prendre, est-ce qu'il va voilà, essayer de créer pour les autres, est-ce qu'il va plutôt s'occuper de son scoring, etc. Et bah, le premier match contre Toronto, mais encore une fois, c'était le cas pour tout le monde, bah, c'était pas beau quoi. Mais c'est vrai que Matas sur ce match-là, et même lui l'a dit, ouais, c'était franchement pas génial quoi. Des choix très très discutables, balle en main, pas aidé par le manque de mouvement autour de lui, hein. Encore une fois, c'est toujours pareil, quand l'équipe bouge pas, bon bah c'est difficile de créer pour les autres aussi. Euh, Contre Indiana, il était un peu plus à l'aise, à l'image de l'équipe, et c'est son scoring qui a été un peu plus mis en avant. Il a fini avec 28 points avec beaucoup d'attaques, beaucoup de lancers provoqués, des 1 contre 1, des 3 points en catch and shoot, ça c'est pas mal aussi, on a vu qu'il a progressé sur ce shoot là aussi. Euh, il a démontré que son handle et son physique étaient quand même plutôt au point, tu vois qu'il a pris un petit peu de masse, même si c'est pas, voilà, il n'est pas passé de ça à ça non plus, mais tu vois qu'il y a une certaine progression, tout en gardant une certaine fluidité en attaque du cercle et une mobilité dans ses mouvements. Mais après en termes de création pour les autres, voilà, si le staff voulait vraiment le juger là-dessus, on peut pas dire que c'est ce qu'il a le plus mis en avant dans son jeu et en termes de progression. Donc voilà, peut-être que à ce niveau-là, tu peux rester un peu sur ta faim. Il a mis ses points, il a montré de bonnes choses dans son scoring et dans ce qu'il est capable de faire lui-même, mais après en termes de créer pour les autres, c'est pas ouf quoi. Après donc, ils avaient dit dès le départ qu'il allait pas beaucoup jouer en Summer League, il a joué 2 matchs et après ils l'ont envoyé en vacances. Mais c'est vrai que les autres joueurs du roster, comme Javon Freeman Liberty ou Lachlan Dolbrick, ont parlé de son rôle de leader, toujours prêt à donner des conseils, à parler aux gars pendant des temps morts, encourager quand il est sur le banc, etc. Et c'est vrai que c'est le joueur du roster qui a le plus de matchs NBA. D'ailleurs, il a plus de matchs NBA que tous les autres gars du roster réunis. Donc voilà, c'était euh, naturellement une sorte de leader pour ce groupe très jeune. Et il a pris ça à cœur et tout le monde semblait content de ce qu'il a fait dans ce secteur-là.
que ce soit les autres gars du roster ou le coaching staff. Donc du coup, bon, bah, ça reste quelque chose d'assez positif pour lui en Summer League. Après, notre autre rookie, Lachlan Olbrich, bon, j'ai trouvé ça un peu étrange parce qu'on l'a beaucoup vu en 5. Dans tous les 5 de départ, il était en pivot. C'est pas vraiment le poste auquel on nous l'a présenté au départ. C'est plus un 4, voire qui peut jouer 3. Et bon, après, il a un peu comme Essenge, il y a eu du bon, du moins bon. On l'a vu pas hésiter à aller défendre au loin, laisser son cercle un peu libre, mais ensuite, voilà, revenir faire les close-out avec une mobilité plutôt intéressante pour un gars de sa taille. Euh, voilà, après, bah, voilà, il n'a pas été aidé par les mecs autour de lui, parce que défensivement, hein, en termes de cohésion, ça n'a pas été ouf ouf. On a vu beaucoup d'espace laissé au cercle, mais enfin bon, voilà, encore une fois, c'est de la Summer League, etc. Mais bon, je l'ai trouvé plutôt actif dans le fait de voilà, ne pas hésiter à aller défendre loin du cercle et revenir faire les close-out et voilà, avoir une présence près du cercle pour être, voilà, faire les contests, avoir les bras levés, etc. Encaisser les contacts, etc. Offensivement, il y a eu quelques claquettes intéressantes, il y a eu un ou deux dunks par-ci par-là, quelques lay-ups, un footwork intéressant près du cercle, j'ai trouvé sur quelques post-up, quelques passes sympas aussi, où tu le voyais, il avait la balle poste haut et il y avait des mecs qui cut, il leur a mis des bounce pass, notamment sur un dunk de Bouzelis contre Indiana. Euh, j'ai trouvé qu'il avait des bonnes mains. Encore une fois, pour un mec de sa taille, tu t'attends pas à ce qu'il soit toujours. Voilà. Mais il m'a un peu surpris à ce niveau-là, agréablement, avec des bonnes mains et capable de prendre la bonne décision, lire ce qui va se passer. S'ils voient un mec qui cut, boum, il y a la bonne passe dans le bon tempo. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, voilà, bah, il y a eu des matchs où on l'a très très peu vu. Les 2 derniers matchs, il a quasi pas existé. Donc voilà, un peu comme Noah Essenge, des bons passages, d'autres beaucoup moins impactants. Mais bon, voilà, c'est un pick 55 de draft, tu peux pas t'attendre à ce que. Voilà. Euh, on va voir ce qu'il va donner cette saison en G-League, puisqu'il a un contrat two-way. Donc on va observer tout ça et observer un peu ce qu'il va être capable de proposer au niveau G-League. Et après, bah, s'il a une opportunité de grimper dans le roster principal, même si on sait que c'est pas souvent l'occasion qui se présente pour les Bulls pour faire monter les gars, donner du temps de jeu aux two-way. Hein. Tu regardes les two-way de l'an dernier, ils ont eu très très peu de minutes avec le roster principal et même, enfin, voilà, même l'année d'avant et l'année d'avant, tu vois, c'est très très rare, à moins qu'une avalanche de blessures, ils sont très très rarement appelés. Donc on va voir. Mais bon, puisqu'on parle des two-way, et là va falloir quand même parler de la grosse info de cette Summer League. Euh, Il y en a qui ont quand même profité de cette Summer League pour se mettre en évidence. Et là, il faut forcément parler de Yuki Kawamura, véritable chouchou du public. Et pas seulement des quelques Japonais qui ont fait le voyage à Las Vegas pour l'occasion. Mais voilà, dès qu'il entrait en jeu, la foule se levait, ça faisait du bruit. Et il a fait le show. Il a fait le show, tout simplement. Il a été incroyable. Alors, des passes dans le dos, entre les jambes de ses adversaires. Coucou Maxime Reynaud. Des hustle plays, des presses full courtes, où tu le mec qui provoque des violations des 8 secondes. Toujours les mains actives, il passe sous les screens pour faire les contests, il est tout le temps à fond, il te presse full courte. Euh, il a fait le show. Et voilà, le nombre de passes décisives qui ont fait les highlights là sur les 10 jours de la Summer League, passe dans le dos, drive and kick en bounce pass pour le mec à trois points dans le corner. Il a régalé. Des alley-oop, en veux-tu en voilà pour un peu tout le monde, pour Olbrich, pour Pereira, pour Muoka, enfin bref, ça a été. Il a fait le show, il a fait le show, il a montré que voilà, il avait un vrai QI basket et que c'était un joueur super fun à regarder jouer. Et, euh, et voilà, chaque match qui passait, il se mettait en évidence et il gonflait son dossier bah voilà, pour obtenir un spot. Et il l'a eu, puisque hier soir, les Bulls ont annoncé que Yuki Kawamura était signé en two-way contract. Et franchement, c'est mérité, parce que c'est probablement le joueur des Bulls qui a le plus crevé l'écran dans cette Summer League. Donc c'est totalement régalé. Et tu voyais tout au long de la Summer League les comptes Twitter, Insta des Bulls qui mettaient des highlights, qui parlaient de lui, qui mettaient des posts sur lui. Donc tu savais que c'était quand même plus ou moins dans les cartons. Et tout le monde sur Twitter, sur les réseaux, toute la Bulls Nation était là. Il faut signer Yuki, il faut lui donner un two-way. Et voilà, c'est arrivé. Donc voilà. Perso, je suis super content pour lui. C'est ultra mérité. C'est vraiment un joueur qui est hyper fun à regarder jouer. Moi, j'ai eu la chance de le voir au JO l'an dernier à Lille. Le Japon qui affrontait le Brésil de mémoire. Je sais plus. Enfin, c'était un match du Japon
dans la phase de poule à Lille, et il avait fini avec 21 points, il avait fait un match de dingo. Donc vraiment il est fun à voir jouer, et je pense que clairement les Windy City Bulls ils doivent se frotter les mains. Là les tickets, ça va partir, ça va partir. Donc ça va être... Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment un des gars, voilà, quand tu vas voir des matchs, le mec il est vraiment super super fun à voir, et voilà, c'est mérité, amplement mérité. Donc voilà, bravo à lui, il est allé chercher son tout, ouais, clairement, dans cette Summer League. Et donc pour lui faire de la place, il a fallu couper quelqu'un, puisqu'on avait déjà nos 3 joueurs en two-way avant même le début de la Summer League. Mais on sait que c'est une situation qui est fluide, qui peut évoluer, tu peux en couper, rajouter quelqu'un d'autre, etc. Et c'est Jamir Young qui a été laissé libre, malgré un match à 40 points dans la Summer League. Euh, le record pour un joueur des Bulls en Summer League, et avec des pourcentages énormes. Il avait fait 13 sur 18, 7 sur 8 à 3 points, enfin bref, il avait été monstrueux. Et j'ai trouvé qu'il avait montré de bonnes choses dans cette Summer League. Pas tout le temps, les premiers matchs pas trop, mais après ce match à 40 points, il a pris la confiance, et derrière il a enchaîné. Euh, voilà, des grosses finitions au cercle, une bonne main gauche, une bonne sélection de shoot, quelques bonnes passes aussi. Mais voilà, Yuki Nakamura a fait le show, il était trop fort, et il a fallu faire un choix, quoi. Donc on a désormais Lackland Olbrich, Kawamura et Emmanuel Miller en two-way. Et d'ailleurs Miller, bon, il n'a pas joué les 2 premiers matchs, je pense qu'il traînait une petite blessure, et quand il a fait ses débuts en Summer League contre Indiana, il n'avait pas l'air forcément à 100%, pas hyper mobile, etc. Et les matchs suivants, on n'a pas vu grand chose de sa part, à part quelques bons rebonds et des séquences défensives par-ci par-là, avec pas mal d'activités, des close-out, des interventions sur les aides, tout ça, mais rien de bien fou, quoi. Moi, au départ, je pensais que ce serait lui qui serait coupé pour faire de la place à Kawamura, mais si ça avait été le cas, tu aurais eu 2 joueurs en two-way qui étaient sur le même poste avec Yang et Kawamura. Donc ça aurait peut-être un peu difficile de donner des minutes aux deux en termes voilà, pendant la saison en G-League, je sais pas. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yang a été coupé, et que Miller, malgré une Summer League pas forcément ouf, reste pour l'instant un two-way. Ça peut encore évoluer, parce que tu sais jamais. Javon Freeman Liberty a été excellent dans cette Summer League. On sait que c'est un gros scoreur, et il l'a montré tout au long des 5 matchs qu'on a fait, parce qu'à aucun match il a été en dessous des 18 points, et toujours voilà, avec des grosses finitions au cercle, avec de l'adresse extérieure. Voilà, une bonne sélection de shoot, et voilà, il est capable de scorer sur un peu tout le monde, voilà, des post-up. Comme à son habitude, comme il a déjà fait dans les Summer League précédentes, il était déjà en tout avec les Bulls, il a déjà joué avec les Windy City Bulls, donc on sait ce qu'il est capable de faire. Est-ce que les Bulls vont lui trouver une place en two-way à la place de Miller? Est-ce qu'ils vont le faire revenir très certainement pour le training camp, et ensuite lui filer un contrat avec les Windy City Bulls? C'est probablement ce qui va arriver, mais après, si quelqu'un d'autre impressionne pendant le training camp au point que, comme Yuki là à la Summer League, au point qu'on se dise, ah là, lui, il faut le garder en two-way, voilà, il y a toujours moyen de libérer quelqu'un, et de changer. Ça, c'est assez fluide comme situation, les two-way, tu peux les changer assez aisément, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter de gens qui disaient pourquoi on n'a pas coupé Javon Carter pour donner la place carrément dans le roster principal à Yuki. Le problème, c'est que Javon Carter, il est à 6,8 millions de dollars, et les Bulls, on sait très bien que voilà, ils veulent pas dépenser de l'argent inutilement. Ils vont pas le couper pour le payer alors qu'il sera pas là, quoi. Ils préfèrent le payer à être 15e gars et pas jouer du tout, mais au moins il est là, quoi. Donc, bref, voilà, on sait comment ça se passe. Euh, Sinon, ce qui est sympa, c'est que comme chaque année à la Summer League, tu as des joueurs du roster principal qui viennent un petit peu observer, soutenir un peu l'équipe. Sur les premiers matchs, tu avais Kobe White qui était là, tu avais Isaac Okoro qui vient d'arriver. On a vu Kevin Huerter, on a vu Patrick Williams, il y avait, je sais plus qui d'autre, mais enfin, il y avait un petit peu, voilà, pas mal de monde comme ça. Même si tu les as pas vus sur les matchs d'après, mais ils étaient là au début, ils ont apporté du soutien. Il y a eu Billy Donovan qui était là pour voir son fils, pour voir l'équipe. Karnišovas et Versley étaient là aussi. Ils ont un peu parlé pour rien dire dans des interviews pendant les matchs aussi. Mais enfin bref, voilà. On a vu que Josh Giddey était à Las Vegas, mais on l'a pas vu au bord du parquet pour observer les matchs des Bulls. Euh, on sait qu'il était là parce qu'il a posté plein de stories sur Insta où il était à Las Vegas. On l'a vu en photo dans les casinos, etc. Et il a signé un contrat de plusieurs années avec Puma. Pas encore avec les Bulls, parce que sa situation avec les Bulls n'a pas franchement évolué depuis la dernière vidéo. Il n'y a pas vraiment
d'update à ce niveau-là. Les discussions continuent. Il y a, selon certaines infos, tu as encore un écart assez conséquent entre ce que lui et ses agents demandent et ce que les Bulls sont prêts à lui offrir. Donc voilà, affaire à suivre, quoi. Ça risque d'être un peu le feuilleton de l'été pour les Bulls parce que bah, ça n'a toujours pas évolué en plus de 20 jours maintenant. Et comme je disais dans la dernière vidéo, j'aime le fait que les Bulls ne se précipitent pas en lui donnant immédiatement ce qu'il réclame. Et au contraire, ça négocie en ayant l'avantage dans les négociations. Et ça, pour une fois qu'on l'a, on en profite. Et donc, pour moi, ça me va très très bien. Ça me va très très bien que le truc continue et que voilà, on ne cède pas dès que voilà, y a le moindre truc. Donc, on va voir un peu comment ça va se terminer. J'avais déjà parlé dans la dernière vidéo du fait que voilà, pour une fois, Karnichova et Eversley la jouent intelligente et prennent le temps. Parce que bon, personne réclame, enfin personne offre 30 millions à Josh Giddey, donc pourquoi les Bulls seraient l'équipe qui lui offrirait 30 millions? Voilà, les Bulls disent voilà, personne t'offre ça, donc pourquoi nous on le ferait? Nous on t'offre 20, 22, voilà. À toi de voir si tu veux les prendre, quoi. Donc on va voir comment ça va se terminer cette histoire, si ça se termine autour des 25 millions, sur combien d'années. Voilà. On décortiquera tout ça quand ce sera officiel, quand ce sera fait. Mais on ne sait pas quand ça va tomber. Donc je ne sais pas vraiment quand la prochaine vidéo va se mettre en place. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être peut-être juste avant le training camp, parce que bah, voilà, ça peut durer jusqu'à ce moment-là. Hein, donc on verra. Euh, Tant qu'il n'y a pas de grosses infos, je sais pas s'il y aura vraiment de vidéos prochainement, parce que bah, il n'y a pas lieu d'en faire plus que ça. Donc voilà. On a fait un bilan de la Summer League. On a parlé un petit peu de l'actu des Bulls avec le two-way contract de Yuki Kawamura. Pourquoi je vais l'appeler Nakamura, ça m'énerve. Mais non, Yuki Kawamura. Et bah voilà, quand il y aura des news pour Josh Giddey, on fera une vidéo à ce moment-là. Mais d'ici là, donc voilà, profitez des vacances et puis on se retrouve quand on se retrouve, quoi. Donc voilà, profitez bien et à très bientôt. Très très bientôt. Ciao, Go Bulls.